Bien le bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de BF1. J'espère que tout le monde se porte super bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le 9 mars. Oui, je ne vous apprends rien. Hier, on était le 8. Certainement, beaucoup n'ont pas eu à aller au travail. Mais j'espère surtout que cette journée-là, dans toute sa symbolique, vous aura servi à faire quoi? Le point, peut-être vous reposer, faire le plein d'énergie, selon. Toujours est-il, j'espère que cette journée vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro du Loft en vous disant un grand merci pour votre fidélité. Et bien aujourd'hui, il sera question de météo. Mais avant, je reçois pour vous un écrivain. Je dis toujours, je ne sais pas s'il occupe la chambre ou le salon, ce qui est sûr, nous sommes dans le même bâtiment. Il vient tout juste à côté de la Côte d'Ivoire avec un roman. Nous allons en parler, mais à côté de ce roman-là, il est question d'une adaptation au théâtre. Vous le savez, au Burkina, on aime la littérature, on aime le cinéma, on aime également le théâtre. Donc déjà, on vous invite à aller suivre cette pièce-là. Mais avant, permettez-moi de dire un grand bonjour à l'auteur qui est sur ce plateau aujourd'hui, Yann Aka. Comment ça va? Bonjour Stéphanie, je vais très bien. Bonne arrivée sur mon plateau. Merci. J'espère que ça va, hein, à l'aise, Oui, tranquille. ça va. Ouagadougou, c'est ma ville. Le Burkina, c'est mon pays. Je viens fréquemment et je me sens chez moi. D'accord, ok. Et vous ne venez pas juste pour le boulot, hein, j'espère. Pour le boulot et pour autre chose aussi. Ah, j'espère bien, parce que si c'est que pour le travail. Alors aujourd'hui, on parle de l'un de vos œuvres. Oui, Alors, il y en a déjà 6, oui, et ça, c'est le dernier né. oui, pour le moment. Bien sûr, on est là. Donc, Oui, peut-être que dans 2 semaines, on nous dira qu'il y a un nouveau né. en effet. Mais en attendant, c'est le tout dernier en date, Les dieux éphémères. Alors, avant même de rentrer dans le livre, Mhm. il s'agit d'un roman Nzassa. Oui. On en parle. C'est quoi un roman Le Nzassa? Nzassa, il a été inspiré par Jean-Marie Diafi. Mm. C'est un auteur ivoirien qui était, il est père à son âme, il est décédé, qui avait cette originalité stylistique-là. Mhm. Alors, de manière prosaïque, le Nzassa, c'est un pagne qui est fait à travers de plusieurs morceaux, D'accord. ce que certains appellent le patchwork. Patchwork, exactement. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée ici. On prend plusieurs Un morceaux, on en collage fait. de plusieurs bouts de Voilà. tissu qui forment un seul. Voilà. Alors, dans la transposition dans la littérature, alors c'est un genre sans genre. D'accord. Ça, c'est au niveau du genre littéraire. Ok. Au niveau de l'écriture, du style, c'est un style d'écriture satirique Ok. où on parle sans tabou, Ok. qui est virulent. Mm. Et Jean-Marie Diafi, pour parler de Nzassa, il dit, pour exprimer la liberté qu'il a dans son style d'écriture Nzassa, il dit, j'utilise le mot que je veux, selon l'expression, selon ce que je ressens, Mm. dans mon rapport érotique, esthétique avec l'écriture. Mhm. Alors, avant Des dieux éphémères, j'ai fait un autre, c'est-à-dire mon 4e livre, Démocratie, je l'ai écrit ici. Lui aussi, c'était du Nzassa. Mais la D'accord. particularité qu'il y a dans Des dieux éphémères, c'est que le Nzassa le Nzassa qui est un peu plus, disons, différent, et là où j'innove, c'est que je l'ai écrit non seulement avec une trilogie de romans, poésie et récit, mais en même D'accord. temps, c'est un mélange de français courant et de nouchi. Et il D'accord. y a aussi, vous allez voir plusieurs cultures. Il y a la culture ivoirienne, la culture congolaise. La preuve, c'est que celui qui est sur la page de couverture, c'est l'ambassadeur de la SAP en Côte d'Ivoire. Mm. Il y a un peu de culture béninoise là-dedans, et puis Mhm. un peu de culture burkinabé là-dedans, tout ça. C'est tout ça le Nzassa. Donc en fait, autant dans le style, autant dans le choix de la langue, autant dans Dans le les genre, illustrations, dans le genre, on a tout un voyage dans ce en livre-là. effet, en effet. Pourquoi opter pour du Nzassa? Oui, parce que je l'ai dit au début, c'est la liberté. L'écrivain, il est fort attaché à sa liberté. Ok. Et il y a aussi l'originalité stylistique. Mm. C'est vrai que je ne cours pas après les prix littéraires, mais très souvent, lorsqu'il y a des concours ou des prix littéraires, ce qu'ils recherchent le plus, c'est l'originalité du style d'écriture. D'accord. Voilà, donc je suis l'un des rares Mm. Ivoiriens à écrire un livre où il est écrit à la fois en français courant ou en nouchi. Pour les puristes de la littérature, c'est un cri au scandale. Bah, il y Mais en a pour qui sont d'autres, certainement choqués. oui, mais lorsqu'ils le lisent, moi d'abord, j'aime quand il y a un débat sur un livre. D'accord. Lorsqu'il y a le débat, c'est Mhm. encore plus intéressant.
Et quand ils l'ont lu, quand ils ont vu l'adaptation théâtrale, etc., les mêmes qui m'ont critiqué de manière acerbe, les mêmes m'ont félicité. D'accord. Voilà, Comme quoi, il faut souvent oser. voilà, en effet. Alors, donc, Les Dieux éphémères, il s'agit d'un roman Nzassa et on est clairement là dans une sorte de révolte ou de révolution scolaire et académique. Non, pas une révolution, pas totalement. En fait, qu'est-ce qui a motivé? D'abord, c'est l'histoire de ce livre-là. D'accord. Je répète et je précise à mes compatriotes burkinabés que j'ai écrit ce livre à Ouagadougou. Ok, il a été écrit à Ouaga. Il a été écrit à Ouaga. Ok. Alors, c'est une histoire où des étudiants et des élèves revendiquaient des faux frais de scolarité. On dit que l'école est gratuite. Alors que. Et voilà que le gouvernement se sucre sur les pauvres parents d'élèves et impose aux parents d'élèves de faux frais de scolarité. Ok. C'est ainsi qu'ils ont naturellement manifesté, comme la manifestation du Sénégal, entre griffes. Et dans cette manifestation, le gouvernement a réprimé violemment, parce que c'est les parents d'élèves et les élèves qui sont allés marcher. Et c'est dans ça qu'ils ont été injustement incarcérés avec leurs parents. Et dans cette partie, je mets en relief comment on appelle, l'univers carcéral des femmes, parce qu'il est peu connu. Ouais. Il y a des femmes qui sont en prison, qui sont violées. Il y a des femmes qui sont en prison, qui accouchent en prison, qui n'ont pas qui n'ont pas de moyens pour s'occuper. Pas le minimum pour s'occuper Rien. de leurs enfants. Il y a d'autres même, santé. des enfants qui grandissent avec leurs mères en prison et qui voient la nudité de d'autres parents, etc. Donc je décris l'univers carcéral de la femme là-dedans. Et vers la fin, il y a le procès le plus honteux de l'histoire qui est organisé parce qu'on accuse ces jeunes filles qui ont été violées. Et les photos ont fait le tour des réseaux sociaux. Que ces filles ont été violées et elles ont été accusées d'avoir plutôt violé les policiers. Donc les victimes à la place des bourreaux. Voilà. Et le procès, il fallait faire un procès pour montrer que le gouvernement avait raison et c'était le procès le plus grossier et flagrant en termes de mensonges. C'est une histoire vraie. Et j'ai juste grossi les faits pour attirer l'attention parce qu'en tant qu'écrivain, j'écris contre l'injustice. Et vous allez voir même au début du livre, j'ai cité Norbert Zongo. Voilà, c'est-à-dire pour rappeler encore que le Burkina Faso est ma terre d'inspiration et je suis attaché à certaines valeurs que vous défendez. Alors, le nom de ce pays imaginaire. Oui. Pourquoi un choix aussi audacieux? Ce qui est intéressant, j'ai utilisé l'actualité ivoirienne. D'accord. Ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et ça a contribué au succès de ce livre. Ok. Et je vous assure que c'est les derniers exemplaires que je viens épuiser à Ouagadougou. Sinon, je n'ai plus de stock à Abidjan. Je suis en train de faire la 2e édition. D'accord. Donc, tout le monde se reconnaît là-dedans. Vous allez voir les différents titres et des chapitres. Ce sont des titres qui ont fait le buzz en griffe. Et c'est tout ça qui est l'originalité stylistique. Quand vous voyez le premier chapitre, même pas un pecto. Clairement. Ensuite, d'abord, les marmailleurs, même pas un pecto. Ça gâte que la riposte. Ils sont forts dans Vaurien. Ils ont cassé les papeaux. Il a tapé poteau. You. C'est pas pareille chose que truc. Le maploli, tout ça. Et le pays, je ne sais pas si je peux le dire sur votre plateau. On va oser le dire une seule fois. Non, on laisse vous allez lire. Vous allez lire le livre. Je réserve à ceux qui vont lire le livre. Pour trouver le nom de ce pays où ça se passe. Mais quand même, c'est vrai qu'à travers les titres et le choix de mettre et du français et du nouchi, dans l'esprit d'un lecteur, on est clairement en Côte d'Ivoire. Oui, en fait, d'abord, vous avez quelque chose d'original, vous, le Burkinabé, sur le plan culturel. C'est votre langue. C'est la force de votre culture, la valorisation de votre culture. Et très souvent, l'écrivain, dans sa manière d'écrire, il l'a fait sortir. Vous voyez? Et nous, souvent, moi, j'ai souffert de ce problème de ne pas maîtriser ma langue. Et j'ai essayé de réparer cela dans mon livre Démocratie écrit ici. Alors, je me suis dit, l'une des choses qui fait notre force que nous exportons un peu plus, c'est, on n'a pas de langue nationale, mais on se reconnaît dans le nouchi. C'est ça. Vous voyez? Donc, je l'ai transposé dans mon style d'écriture. Et le nouchi, ce n'est pas seulement une langue de la Côte d'Ivoire.
Ouais, c'est clair que Vous venez au là, à Burkina, Ouaga, c'est ce sûr. livre il n'est pas étranger au Burkina Non, Faso. du tout. Parce que quand vous le lisez, les Burkinabés ils se reconnaissent là-dedans. On va au Bénin, quand ils le lisent, ils se reconnaissent là-dedans. Je vais au Mali, par exemple, dans les boîtes de nuit, j'écoute le coupé-décalé, je dis, ah, vous voyez, donc un peu partout. Donc, ce n'est pas un livre étranger à l'Afrique francophone. Mais il y a un certain nombre de réalités que l'on retrouve dans ce livre-là, à travers le résumé que j'ai lu. Est-ce que c'est une intention de dénoncer quelque chose en particulier? L'écrivain, moi, j'ai toujours eu une position satirique. Oui, Alors, dans un pays démocratique, la satire est est bienvenue ça passe. et acceptée. Oui, Vous voyez? Parce que je me mets dans la position, bon, pas je suis dans le peuple. oui. Je sais ce que nous vivons. Mm. Contrairement à tous ces laudateurs, ou bien tous ceux qui sont autour des décideurs, qui les flattent, qui obstruent leur vision sur les maux de la société, nous, artistes, dans nos créations, ce n'est pas seulement dans l'écriture, dans nos représentations théâtrales, dans nos peintures, etc., on décrit les problèmes et les maux de la société. C'est aux décideurs maintenant de se pencher sur le travail artistique pour que cela soit un peu une boussole, pour que cela soit, comment dire, pour que cela soit une référence pour savoir qu'est-ce qui est au-delà de ce qu'ils voient, Mhm. quels sont les mots de la, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc moi, je suis toujours satirique. Je dis aux D'accord. décideurs, quels que soient les régimes qui passent, je dis aux décideurs, voilà le problème, voilà ce que l'on vit, voilà les injustices. Et je souhaite que vous regardez, que vous ne voyez pas l'écrivain qui vous donne les coups, mais plutôt qui fait son Là, de travail voir ce que la personne et dépeint. qui contribue à l'avancée démocratique en dénonçant. C'est pas méchant. D'accord, ok. Alors là, on a un roman qui sera adapté au théâtre, Oui, à Ouaga. à Ouagadougou. Alors, vu qu'on est dans un style Nzassa, Mhm, c'est un style, mhm. la représentation, est-ce que ça ressemble à une pièce dramaturgique classique? En fait, ça, c'est une question technique. Alors, ce qui est intéressant, je suis venu à Ouagadougou avec mon metteur en scène. D'accord, Nous avons recruté des comédiens burkinabés ok. qui répètent jour et nuit pour vous présenter cette pièce de théâtre. Ils ont adapté certaines expressions dans la langue locale. Bien sûr. Ils se sont appropriés la pièce. Ok, Et ils vous réservent une très belle représentation le jour J, le 27 mars aussitôt. d'accord. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, il y a plutôt la curiosité à venir découvrir cette pièce. D'abord, qui a été réalisée le 9 janvier à Abidjan, qui a Ok. été, comme on le dit, un BIM. Et ici à Ouagadougou, j'ai foi que ça serait un BIM à cause de la mobilisation des uns et des autres, Mhm. la curiosité qu'ils ont à venir, à vouloir voir qu'est-ce que les Burkinabés vont faire. Et puis, il y a une émulation déjà sur le plan artistique, parce que quand les comédiens burkinabés ont dit sur les réseaux sociaux, ah, on va faire l'adaptation de la pièce de théâtre de Yanaka, Mhm. les Ivoiriens disent, on va voir. Parce si qu'on vous l'a allez déjà fait, réussir. c'était bien. Voilà. De quoi ça va avoir Voilà, l'air au Burkina? voilà, donc il y a une émulation et c'est une bonne nouvelle. Et les comédiens, ils sont tous de l'espace Gambidi, c'est bien cela? Oui, de l'espace Gambidi. Et Ok. ce qui est intéressant dans l'espace Gambidi, il y a d'autres nationalités aussi. Bien sûr. Et dans la troupe de théâtre, il y a des Tchadiens, il y a des Togolais qui sont... L'art a-t-il une nationalité? En fait, l'art rassemble. Oui. Et c'est ce qui m'a marqué. Donc de voir les Burkinabés, les Togolais, les Tchadiens, etc. jouer la pièce de théâtre des dieux éphémères. Donc, il y a le roman, il y a la pièce qui est prévue, mais j'ai cru comprendre qu'il y a un attachement particulier aux étudiants de l'université de Ouagadougou. Oui, vous savez, bon, avant de parler de ça, il y a aussi le projet d'adaptation cinématographique. D'accord. C'est tout ça qui m'a fait venir à Ouagadougou. Ok. Et je travaille avec des réalisateurs burkinabés là-dessus. Ok. Et j'ai un fort attachement avec les étudiants burkinabés parce que c'est avec eux que j'ai pris ma bénédiction ici à Ouagadougou. Ok. Quand je viens dans mes fréquents voyages à Ouaga, je suis toujours au campus. C'est eux qui ont découvert mes œuvres, c'est eux qui les achètent facilement, c'est eux qui les exploitent dans leurs recherches. Et puis, c'est eux qui, si je suis connu à Ouagadougou, c'est grâce aux étudiants. C'est pourquoi le 20 janvier, le 20 mars 2021, je Oui. leur réserve
un spectacle gratuit Ouais. qui est juste un extrait de la pièce de théâtre. D'accord. Ça sera au campus universitaire de Kosodo Ok. à 19h. D'accord. Donc, ils peuvent venir. Donc le 20 à 19h, un bout de la pièce, Un bout de la pièce entièrement gratuit gratuit. pour les étudiants. Pour les et naturellement étudiants, pour les autres qui seront là. Mais pour c'est les d'abord pour les étudiants. C'est d'abord pour les étudiants et les autres qui seront là. Tous ceux qui veulent venir voir, ils peuvent venir à Kosodo, au campus de Kosodo, le 20 mars à D'accord. 19h. Maintenant, le 27 mars, c'est-à-dire le samedi qui suit, Mhm. ça, l'entrée est payante. Ça, c'est la pièce intégrale. Oui. Et Dieu merci, on a vendu quand même beaucoup de tickets. Il reste que 50 places sur 200 places. D'accord. Donc, voilà. Ça se passe aussitôt. Oui, ça se passe aussitôt. D'accord. Et le prix d'entrée, il est à 5 000 À 5 000 francs, le Ok. prix d'entrée. Et est-ce que sur place, il y aura encore des exemplaires du livre ou pas? Oui, les livres, il y en aura. Il y en Ok. aura. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de stock. Bon, si tous les étudiants l'ont acheté à À l'université. l'université, bon, les autres, je suis désolé, hein, mais je On va reviendrai. attendre la prochaine édition. Voilà. D'accord, ok. Et justement, si d'aventure, parce que là, si moi je comprends bien, c'est une seule représentation. Hein. Oui, C'est oui. que pour le 27, Mhm. aussitôt. Mhm. Donc si on l'a loupé, Si on l'a loupé, on l'a loupé. c'est ça le truc avec le théâtre. Il faut être là où on n'était pas là. C'est C'est ça. pas comme le cinéma, il n'y a pas de rediffusion. Mhm. Donc il faut tout faire pour être là. Mhm. Et ensuite, si Mhm. d'aventure, il y en a qui sont intéressés par le livre. Oui, Où par est-ce le qu'ils les livre, trouvent les contacts sont sur l'affiche qui apparaît en ce moment. D'accord. Moi j'ai un numéro ici, le 56 43 00 41, le 79 23 32 23. Et il est vendu à combien ce livre? Ici à Ouaga, c'est à 2000 francs 2000 seulement. francs. Contrairement à Abidjan, où il est à 5000 francs. Donc il est à 5 000 à Abidjan. À Ouaga, pour tout le temps ou pour la période où vous êtes là? En fait, habituellement, les prix que je fais à Ouaga, c'est 2000 francs. D'accord, donc il est à 2 000 francs à Ouaga, 5 000 francs en Côte d'Ivoire. Mhm. Et pour vos autres œuvres, est-ce qu'il y a un endroit ici où on peut les trouver ou il Bon, faut pour le forcément les moment, faire à venir de la l'époque, c'était à Côte d'Ivoire? l'université, mais pour le moment, pas encore. Ok, Mais je suis en rupture de toutes mes œuvres. Donc, je suis en train de chercher à faire la deuxième édition parce que l'an prochain, je fête mes 10 ans de carrière. d'accord. Oui, donc je suis en train de faire la deuxième édition de tous mes ouvrages. D'accord, ok. C'est bon à savoir, du coup, il faudrait qu'on sache quand est-ce que tout ça sera disponible et où est-ce Oui. qu'on peut les trouver pour ceux qui se sont laissés dépasser par les autres et qui vont peut-être pas l'avoir parce que, bon, vous avez dit qu'il n'y a pas beaucoup de stock. Oui, bon, ils peuvent appeler ce numéro pour Oui. le moment. C'est 2 numéros pour le moment. Mhm. Voilà, et puis on communiquera ensuite, par la suite. D'accord. En tout cas, de ce que j'ai vu et à travers les résumés et les titres et les quelques lignes que j'ai eu à lire, ça promet. Ouais. C'est sûr que c'est un livre qui se lit d'un trait Mhm. et certainement que ça serait une pièce qui va se regarder d'un trait aussi. En effet. Parce que non seulement l'espace Gambidi, les comédiens, ils sont talentueux, Oui, l'auteur, il est super. merci. L'un dans l'autre, qu'est-ce qui peut ne pas marcher? Et Ouagadougou aussi est une terre bénie, est une terre Absolument. voilà, bénie, culturelle. Pour moi, c'est la capitale de la culture. Merci beaucoup. Eh bien, en tout cas, un grand merci Merci d'être Stéphanie. passé sur ce plateau. Merci. Et ben, vivement le retour pour les 10 ans. Ah oui. En attendant, on se dit au 20 et au 27. Oui, au 20 et au 27. Et pour le livre, je rappelle encore le numéro pour vous les amis, le 56 43 00 41 et le 79 23 32 23. Les dieux éphémères, signé Yann Aka, à qui on dit un grand merci. Merci Stéphanie, merci à la chaîne BF1. Ouais. Et puis merci à tous les techniciens, aux responsables et à très bientôt. À très bientôt. Et vous les amis, vous le savez, le Loft, ça continue juste après cette courte pause. Mot de 3 lettres se termine par la lettre O. Parc protégé où sont gardés en captivité des animaux sauvages ou d'espèces rares exposées à la visite du public. Oui, Brice. Zoo. Il s'agit bien sûr du zoo et c'est vous qui prenez les points. Vous êtes en âge, débordant de connaissances et vous voulez mesurer vos talents à ceux des autres? Les sciences, les maths, l'histoire, la géographie, l'identification, Première image. Oui, Ibra Hassan. le sport et bien d'autres disciplines seront au rendez-vous. Inscrivez-vous par équipe de 2 et prenez part à l'émission Le Club des As. Appelez au 56 44 30 80 ou se rendre au secrétariat de la télévision BF1. Seules les 16 premières équipes seront retenues pour la compétition.
L'association African Golden lance sa 10e communication sous le thème Jeunesse, valeurs traditionnelles et défis contemporains. Isaka Sourouema, communicateur et socio-anthropologue, portera cette communication. On a parfois pris l'habitude de jeter l'anathème sur la jeunesse. Pour dire, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, elle n'écoute pas, c'est ci, c'est ça. Avant de jeter l'anathème sur la jeunesse, la question qu'il faut que nous nous posions, c'est de savoir ce que nous avons fait ou n'avons pas fait pour que la jeunesse se comporte de cette manière. Les poutres qui soutiennent une société dans ce monde-là, ce sont essentiellement des valeurs. Et il faut d'abord que nous situions nos propres parts de responsabilité en tant que parents, en tant qu'aînés. La jeunesse, c'est une opportunité, ça n'est point un mérite. Et les opportunités sont temporellement déterminées. Comme dit l'auteur, l'Occident a quelque peu perdu en sens ce qu'il a gagné en puissance. Et il ne faudrait pas que nous commettions la même erreur. Rendez-vous le samedi 13 mars au Senasa à 17h précise. Entrée libre. Mesures barrières à respecter. Infoline 74 46 91 98 78 81 48 24. African Golden, parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences. Eh bien, on est de retour sur le plateau pour la suite du Loft. Je vous ai promis de la météo au début de l'émission. Il n'est pas question de prévision météorologique, mais plutôt de comprendre comment ça marche. Le 23 mars prochain, c'est la journée mondiale de la météorologie. Et on prend de l'avance, on a envie de comprendre aujourd'hui. Et on reçoit sur ce plateau des personnes qui maîtrisent le sujet de l'Agence nationale de la météorologie. Alors, tout d'abord, on va souhaiter la bienvenue à M. Sawadgo Wenyam Lazare. Il est chef du service climatologie et changement climatique. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous inviter. Alors, juste à côté de moi, le docteur Diasso Ulrich Jacques. Il est climatologue de l'unité de recherche et point focal du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Merci beaucoup d'être sur ce plateau aujourd'hui. Et notre troisième invité, c'est Monsieur Dongo Alfred qui s'occupe des prévisions météo. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Alors, on va refaire un tour de table pour comprendre à peu près ce que chacun fait. Parce que les titres dits comme ça, ça vous parle. Peut-être à moi, mais pas forcément à ceux qui sont en face. Alors, chef de service climatologie et changement climatique. En quoi consiste votre travail? Ok, merci bien pour l'invitation. Notre travail consiste à d'abord développer un réseau d'observation. Qu'est-ce qu'un réseau d'observation? C'est des appareils qu'on va mettre dans différentes localités du pays pour mesurer les paramètres climatiques comme la température, la pluie, l'humidité, les vents, la direction et la vitesse du vent, ainsi de suite. Donc, on va mettre des appareils partout dans le Burkina, c'est ce qu'on appelle le réseau. Et on va récolter ces données-là maintenant. On va garder ces données, c'est ce qu'on appelle la gestion maintenant de la base de données. Et que ce sont ces données-là maintenant que nous pouvons maintenant utiliser pour faire un certain nombre d'analyses ou bien apporter notre soutien à différents domaines de développement ou bien au secteur du développement du pays. D'accord, mais ceux qui placent ces appareils pour créer le réseau, c'est quoi leur profil professionnel? C'est des météos qui ont fait de la maintenance. Voilà, il y a des climatologues qui vont définir le réseau et puis on a des agents chez nous qui se chargent de l'installation de ces appareils. Super. Et justement, climatologue, le docteur Diasso Ulrich est là. Docteur. Merci bien, encore merci pour l'opportunité sur ce plateau. C'est très rare pour nous, météo. D'habitude, on dit qu'on ne parle pas beaucoup sur notre métier. Et ça, c'est une opportunité que l'Agence nationale de la météorologie va saisir pour essayer quand même de se faire connaître davantage. Absolument, parce qu'on a également envie de vous connaître vu que vous êtes là. Merci. Vous êtes climatologue. Oui. C'est quoi un climatologue? La climatologie, de façon générale, c'est l'étude du climat. D'accord. Globalement. Maintenant, le climat, c'est quoi? C'est de voir un peu de façon moyenne comment le temps se comporte et son impact sur la vie des populations de façon générale. Donc ça nécessite un certain nombre de recherches. Quand on parle du temps ici, ce n'est pas le temps qui passe, les minutes et les heures. Non, on parle plutôt du temps, il fait frais, il fait chaud, il y a de la pluie, il y a du vent, il y a de la neige. Enfin, même si on n'a pas de neige ici, toujours est-il que ça fait partie du temps qu'il fait. C'est ça. Ok, d'accord.
Et donc vous êtes docteur, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'années d'études pour être climatologue ou pas forcément? Oui, bon, le cycle doctoral, c'est en moyenne 7 à 8 ans d'études. Voilà. Donc c'est ce qu'on a suivi durant le parcours. Mais est-ce qu'on peut être climatologue sans atteindre le niveau du cycle doctoral, justement? Oui, on peut être climatologue du moment où la recherche n'est pas forcément en lien avec le diplôme de doctorat. Un ingénieur peut bien mener une recherche. Donc ok, d'accord. Donc ingénieur niveau bac plus 5. Oui. 5, 6. D'accord, ok. Monsieur Dongo, la prévision météo, comment ça marche? Voilà, merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour échanger avec vous, pour vous partager avec vous en tout cas les éléments sur la prévision météo. Oui. Voilà, je suis prévisionniste, donc il s'agit d'élaborer des prévisions à court et moyen terme. D'accord. Voilà, les prévisions, en tout cas, c'est en tout cas élaborer des messages d'alerte, des messages de prévention pour informer la population sur la survenue d'éventuels phénomènes météorologiques, à savoir chez nous la poussière et les précipitations, et aussi bon, le temps comme la chaleur ou la fraîcheur. D'accord. Donc notre travail se repose essentiellement, en tout cas, dans l'élaboration des prévisions. D'accord. Ok, élaboration des prévisions. Monsieur Sawadougou, alors donc quand on va parler du temps, par exemple dans le cas spécifique du Burkina, moi je me rappelle que quand on était à l'école primaire, on nous a appris qu'il y a 2 saisons. La saison des pluies, la saison sèche. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une cacophonie dans l'année. Finalement, il y a combien de saisons au Burkina? Il y a toujours 2 saisons au Burkina. D'accord. Voilà. Et le temps au Burkina, c'est de donner les valeurs de ces paramètres climatiques-là à un instant donné. C'est ça le temps météo. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit le temps à 10 heures, c'est de donner quelle est la valeur de la température, de l'humidité, quelle est la vitesse du vent, la direction du vent. S'il y a des nuages, vous dites, s'il y a de la poussière, vous dites, c'est ça le temps. Le temps en météo. Voilà, c'est ça le temps. Voilà, donc le climat va aller maintenant pour aller prendre toutes ces valeurs-là, mesurer à chaque pas de temps et puis faire la moyenne sur un certain nombre d'années. C'est ça qui nous donne le climat. Donc, c'est-à-dire que chez nous, s'il y a 2 saisons, c'est-à-dire que logiquement, on a à peu près une constance de temps scindée en 2 sur l'année, ou c'est juste une façon de parler? Oui, c'est-à-dire qu'on a une saison chez nous parce que nos activités sont beaucoup plus... c'est la pluie qui voilà, donc on a une saison où il ne pleut pas et une saison où il pleut. Voilà, ce n'est pas partout dans le monde comme ça, mais chez nous, particulièrement au Burkina, on a une période où il pleut et une période où il ne pleut pas. C'est pour ça qu'on dit qu'on a 2 saisons, une saison humide et une saison sèche. Voilà. Ok, d'accord. En termes d'intempéries, M. Dongo, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme intempéries chez nous? Bon, au Burkina, comme il a suivi, on a 2 saisons. Par exemple, en saison sèche, les intempéries qu'on peut quand même observer chez nous, c'est d'abord, en début d'année, c'est la fraîcheur. D'accord. Voilà, souvent en janvier ou bien en décembre, comme ça, en tout cas, il y a la fraîcheur qu'on peut observer. En plus de cela, nous avons la poussière qui est aussi en tout cas fréquente sur notre région. Voilà, plus en tout cas de ces 2 éléments, on a aussi la chaleur, surtout en début mars et avril. La chaleur commence en tout cas à nous intéresser. Et nous sommes en tout cas dans une zone où il fait tellement chaud que voilà, et ça définit notre climat. C'est un climat très chaud. Et en avril, on a des pics de chaleur en avril. Et en plus de ça, on a en début de saison les vents assez forts. Par exemple, s'il y a un phénomène météorologique comme les orages qui survient sur une zone donnée, ça peut quand même occasionner des vents assez forts et même décoiffer des maisons. Ce sont des intempéries qu'on observe aussi très fréquents. Maintenant, en pleine saison, nous avons les précipitations qui peuvent aussi occasionner des inondations. D'accord. Voilà, ce sont en tout cas ces différents éléments qu'on peut quand même observer chez nous. Ok. Et docteur, ce sont des intempéries qu'on peut voir venir ou il y en a qui peuvent nous surprendre? Oui, il y a certains qu'on peut voir venir. Notamment, nous avons d'abord, il a parlé de réseaux d'observation, mais on a aussi ce qu'on appelle le réseau d'observation à distance, qui sont les satellites que nous utilisons. Donc, et les radars, ça nous permet en fait de pouvoir voir le phénomène qui se déplace depuis le Togo et en route vers le Burkina Faso. Donc, ça nous permet d'estimer le temps aussi d'approche de ces phénomènes-là et de permettre d'alerter les populations quand il y a des vents forts ou quand il y a des fortes pluies qui vont tomber. Donc ça, c'est des phénomènes en tant qu'on peut voir venir. Mais maintenant, à long terme, sur 1 mois, voire 15 jours, c'est très difficile de prévoir en fait ces genres de phénomènes. Leur intensité surtout est difficile à prévoir. D'accord, ok. Donc il y a des intempéries. Il faut quand même que ce soit plus ou moins proche. On voit le phénomène qui avance et on se dit, ah, il va à telle vitesse, il a pris telle direction, il peut arriver chez nous à tel moment.
C'est un peu comme un car qui vient. On le voit venir, on sait qu'il va venir. Mais souvent, on entend parler de vagues de chaleur. Ça, c'est quoi? Bon, la vague de chaleur, c'est-à-dire, en tout cas, c'est la chaleur qui va persister pendant une certaine période. D'accord. Donc, on définit une vague de chaleur et une chaleur qui va persister pendant au moins 3 jours. Okay. Et le seuil est défini par rapport aussi à la région. Chez nous, par exemple, quand la température commence à excéder les 40 degrés Celsius, on peut dire que c'est une vague de chaleur qui commence. Et si ça persiste pendant 3 jours, on peut compter ça comme une vague de chaleur. Okay. Voilà. Donc, c'est ça la vague de chaleur. Si c'est un seul jour, en tout cas, de chaleur, bon, ce n'est pas une vague, c'est une chaleur. Il faut que ça aille sur plusieurs jours pour qu'on parle d'une vague de chaleur. Mais est-ce que ça, on peut le voir venir? Oui, on peut le voir venir. Voilà. Ah oui. Oui. Par exemple, pour faire une prévision, il y a les prévisions basées sur l'observation. Par exemple, s'il y a un phénomène, par exemple, sur le tiers qui est en train d'évoluer, on peut suivre en tout cas en avance si les conditions sont favorables pour son évolution. Mais il y a des moments aussi où le temps est clair, il n'y a rien en tout cas à observer. Mais quand on analyse les paramètres météo, ça montre que dans le temps à venir, quelque chose peut survenir. Voilà. Donc, on peut quand même voir aussi l'évolution des paramètres météo avec les modèles. Donc, on peut quand même prévoir un phénomène sans en tout cas le voir venir, mais sans l'observer auparavant. D'accord. Voilà. On va essayer de mettre ça en français facile. Qu'est-ce que vous appelez paramètres météo? Alors, on appelle paramètres météo, c'est par exemple la température, et l'humidité, la pression, le vent, etc. Ce sont des paramètres météo. Voilà, qui sont différents en tout cas, des aléas météo. Voilà, l'aléa, par exemple, l'orage, voilà, les vents violents, voilà, les intempéries, les aléas météo. Mais les paramètres, ce sont les paramètres de base qu'on utilise pour faire la prévision. D'accord. Voilà. Moi, j'ai l'impression, à vous entendre parler, que la prévision météorologique, c'est quand même très mathématique. Monsieur Samadou, docteur, on a l'impression qu'il y a beaucoup de maths, beaucoup de formules, beaucoup de... C'est bien cela? Oui, au début, oui, parce que l'air, nous, on voit ça, on appelle ça le fluide. On regarde l'air comme l'eau aussi. C'est des fluides, ils obéissent aux mêmes équations d'évolution. Donc, il y a vraiment des équations derrière. Mais le plus important, c'est qu'en fin de compte, ces équations donnent lieu à des... le micro. Ouais. Ces équations doivent donner lieu à des produits que l'utilisateur doit comprendre. En fin Bien sûr. Voilà. Oui. Donc, à la fin, nous, on s'assoit devant la télé et on nous dit juste qu'il fera 23 degrés à telle heure. Mais une question que moi, je me suis toujours posée, parce que quand même, il y a plusieurs prévisions météo qu'on peut voir de plusieurs sources concernant notre pays, parce qu'on peut l'entendre souvent sur des radios à l'international, on peut souvent le recevoir sur notre smartphone, on peut attendre et le voir, l'écouter à la radio, le voir sur la télévision nationale ici. Et du coup, moi, je veux savoir, est-ce que c'est les mêmes prévisions? Est-ce que chacun fait son travail et sort ses résultats? Parce que souvent, ça concorde, souvent, il y a une petite un petit degré de différence. Donc souvent, je me dis, finalement, qui est-ce qu'il faut écouter? Est-ce qu'il faut écouter l'Agence nationale parce que, bon, c'est ici, donc ils savent forcément. Ou est-ce qu'il faut écouter là-bas parce qu'ils ont peut-être des appareils qui sont en mode... voilà, on est souvent perdu. Est-ce que c'est les mêmes prévisions? Je vais essayer de commencer avec le réseau d'abord. Oui. En réalité, on a plusieurs types de stations d'observation pour mesurer les paramètres météo, comme on le dit. Et il y a des stations qui envoient les données au niveau international. C'est ce qui passe à la télévision nationale, les 10 stations synoptiques. Ces observations sont envoyées dans le réseau international et qui partent dans un gros système pour faire les modèles, ce qu'on appelle les modèles globaux. Donc, une fois que nous, au niveau de la climato, on nous envoie ces données, nous observons ces données, et lorsque ça part dans le réseau international, on ne peut plus maîtriser l'information que tout le monde peut en prendre, en fait. Et eux, maintenant, ils vont prendre le reste, et puis... Pour ajouter à ce qu'il vient de dire, voilà, pour élaborer en tout cas les prévisions, en tout cas, il y a 3 étapes qu'il faut respecter. Nous avons d'abord l'observation. Ensuite, nous avons la simulation de l'état d'évolution de l'atmosphère à travers les modèles numériques. Et troisièmement, c'est une analyse de ces modèles-là par les prévisionnistes. Qu'est-ce qu'on appelle observation? L'observation se fait à travers le réseau que je viens de citer, le réseau terrestre et les réseaux satellitaires. Voilà. Donc maintenant, avec ces données, comme pour faire une prévision, il faut d'abord connaître l'état actuel du temps et en plus même le temps passé. Et c'est avec ces données-là qu'on peut faire les simulations pour voir le temps futur. Un peu comme de la projection. La projection, en tout cas, dans le futur. Maintenant, on a plusieurs modèles. On a des centres mondiaux, des centres régionaux
qui recueille ces données d'observation qui se font à l'intérieur de chaque pays. Okay. Voilà, donc, ils reçoivent ces données pour essayer de corriger, en tout cas, ces modèles. Donc, le prévisionniste est chargé d'analyser ces différents modèles et maintenant, et prendre en tout cas le résultat qui est beaucoup plus probable et pour maintenant dégager en tout cas une prévision. Et la prévision peut être en tout cas des messages d'alerte, des messages de bulletins météo qu'on envoie plus fréquemment. Oui. Ça peut être encore des produits comme des images ou bien des cartes de vigilance. C'est ça en tout cas le produit en tout cas des prévisions. Mais du coup, est-ce qu'une prévision météo est sûre à 100%? La réponse c'est non. D'accord. Parce que il faut reconnaître que la météorologie, ce n'est pas une science très exacte en réalité. Parce que tout simplement, et spécifiquement en Afrique de l'Ouest, on a ce sérieux problème de réseau dont ils ont parlé. Parce que tout commence par l'observation. Une fois que l'observation est ratée, il y a de fortes chances que vous écartez de la réalité dans la prévision à venir. Et malheureusement, notre réseau d'observation est très lâche. On n'a que quelques stations qui couvrent alors qu'on devrait avoir une densité assez importante pour représenter la réalité et maintenant introduire dans les équations. Les modèles vont faire les calculs pour sortir les résultats. Donc la prévision ne peut pas être à 100% c'est pas à 100% exactement. On s'approche de ce qui peut se passer. Exactement. D'accord. Mais vous l'avez dit tantôt, il y a des phénomènes qu'on peut prédire à quelques jours près, pas forcément longtemps à l'avance. Mais qu'est-ce qu'on peut prédire, par exemple, à des mois d'intervalle? Est-ce qu'il y a des phénomènes météo qu'on peut prédire à des mois d'intervalle? Oui. D'abord, pour revenir sur la prévision dont il a parlé tout à l'heure, on a 3 types de prévisions. D'accord. Il y a ce qu'on appelle la prévision numérique du temps. Je crois que c'est sur ça qu'il s'est appesanti. Là, c'est des prévisions qui vont d'1 jour à 3 jours, voire 5 jours maximum pour nos régions ici. Dans les latitudes, dans les pays de latitude tempérée, eux, ils peuvent aller jusqu'à 14-15 jours. Alors, quand vous dites pays à latitude tempérée, ça vous parle. Mais pour nous, ça veut dire où sur le globe terrestre? Ouais, si on peut citer l'Europe, les États-Unis, bon, voilà, je ne voulais pas directement citer. Donc voilà, eux ils ont la capacité parce que les climats ne sont pas les mêmes. Donc, ils arrivent à aller un peu plus loin que les nôtres. Maintenant, ces prévisions, beaucoup plus, peuvent être très difficiles si l'observation n'est pas bonne. D'accord. Maintenant, le deuxième type de prévision que nous avons, c'est ce qu'on appelle les prévisions climatiques. Souvent, on a l'habitude d'inviter les uns et les autres à la météo pour parler de la saison à venir, la qualité de la saison. Ça, c'est des prévisions climatiques. Et ça, on ne peut pas donner en termes de quantité de pluie. On donne en termes de probabilité. On dit on a tel % de chances que la saison soit bonne, par exemple, sur les 3 prochains mois à venir. Donc, ça va de 1 à 3 mois. Maintenant, au-delà, on a ce qu'on appelle les projections climatiques. Ça, c'est beaucoup plus en rapport avec le GIEC, le groupe intergouvernemental sur le climat. Là, c'est beaucoup plus lié aux émissions de CO2 que nous émettons et leur impact sur le climat à long terme, dans 30, 50, 100 ans. Qu'est-ce qu'on doit se préparer à? Donc, voilà un peu les types de prévisions climatiques, météorologie climatique que nous avons. Voilà. Et du coup, en fait, ça m'inspire quand même une question. C'est vrai que tantôt, on a dit les climats ne sont pas pareils. Hein. Qu'on soit ici, qu'on soit en Europe, en Amérique ou en Asie, c'est clair. On le voit. Oui, vous. Voilà, en tout cas, très souvent, en tout cas, on nous demande est-ce que la prévision est juste, en tout cas, c'est précise ou pas. Voilà. Une prévision, c'est quoi? D'abord, en termes clairs. Par exemple, si vous prenez un véhicule qui doit quitter Ouagadougou pour Koudougou. Donc, le véhicule a son modèle. Son modèle, en tout cas, est régi par sa vitesse et sa trajectoire. Voilà, donc, on sait que si le véhicule roule... Ça, c'est de la cinématique. La cinématique. Donc, si le véhicule roule, en tout cas, circule, en tout cas, à 50 km/h, voilà, on sait déjà que, en tout cas, on essaie de calculer, on sait qu'à telle heure, là, ça doit arriver à Koudougou. Maintenant, sur la route, il peut y avoir des arrêts. C'est ça. Il peut y avoir des creux. C'est ça. Il peut y avoir plusieurs, en tout cas, problèmes pour que le véhicule puisse arriver soit plus tôt que prévu ou plus tard. Maintenant, il y a plusieurs modèles. Si on prend par exemple un véhicule qui est assez bas, ça peut quand même, sur une autoroute, être plus rapide qu'une 4x4 qui est assez haute. Voilà, maintenant, sur la force du vent, c'est beaucoup plus simple pour maintenant, sur une route, par exemple, assez rugueuse, la 4x4 peut arriver aussi plus tôt que le véhicule, en tout cas, qui est assez basse. Donc,
il y a des Autant modèles, d'éléments. voilà, chaque élément quand même peut mieux prévoir un élément que l'autre. Donc le prévisionniste, lui, il essaie de voir les différents modèles et maintenant voir quel modèle quand même prévoit un scénario quand même plus probable par rapport aux données qu'il lui a. D'accord. Voilà, donc à ce moment, c'est sûr que par rapport à l'état initial et l'évolution, quelque chose peut venir perturber l'état qu'on avait quand même prévu. Et en ce moment, la prévision peut échouer. Je pense que c'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle une prévision. Voilà. Donc c'est pas, on n'a pas dit ça va se passer, Voilà. on dit ça peut se passer. Ça peut se passer. Donc c'est bien dit. Et donc du coup la question que je me posais par rapport justement au fait qu'il y ait un climat spécifique en fonction de la zone de la planète où on se trouve, est-ce qu'il y a une interaction quand même sur tout cela? Parce que souvent on entend qu'il y a un ouragan quelque part, il y a un typhon là, il y a une tempête de sable à tel endroit. Est-ce que ce sont des phénomènes qui restent toujours isolés et circonscrits là où ça se passe, ou il y a potentiellement une interaction avec le reste du globe? Bon, ça c'est une très bonne question et merci bien pour la question également. Oui. Il y a interaction. Et nous aimons à le dire très souvent quand on a des réunions au niveau régional, que le temps ne connaît pas de frontières. D'accord. Voilà, il n'y a pas de frontière entre le temps. Ce qui se passe, par exemple, en Europe là-bas, agit également sur le climat au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Burkina en particulier. Par exemple, je prends juste un exemple, la température de la surface de la mer au niveau du Pérou, par exemple, a un impact sur le début de la saison que nous avons en Afrique de l'Ouest. Et nous en tenons compte quand nous faisons nos prévisions saisonnières. Ah bon? Voilà. Ok, au Pérou, ça agit ici. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on appelle El Niño, la Niña, ce type de phénomènes, techniquement parlant, qui ont un rôle essentiel sur la qualité de la saison de pluie que nous avons en Afrique de l'Ouest. Vous pouvez traduire pour nous? El Niño, ça veut dire le bébé. D'accord. C'est parce que ça se passe, le phénomène, c'est un réchauffement anormal de la surface de la mer. Et ça se passe au mois de décembre à l'approche de Noël. C'est pourquoi ils appellent ça El Niño à leur niveau. Ah, d'accord, ok. Le contraire, c'est quand c'est trop froid. On appelle ça la Niña. Ok. Donc quand c'est trop chaud, qu'est-ce qui se passe chez nous? Là, c'est pas très, les richesses n'ont pas très spécifiquement clarifié, mais quand il se fait froid, là, il y a de fortes probabilités que la saison de pluie soit assez bonne, par exemple. D'accord. Donc, si la température à la surface de la mer au Pérou est plus froide que d'habitude, il y a potentiellement une bonne pluviométrie pour nous en Afrique de l'Ouest. Exactement. Wow. Mais par contre, le phénomène opposé, il n'y a pas d'accord là-dessus en matière. D'accord. Ok. Donc, c'est bon à savoir. Parce que souvent, on entend parler du changement climatique, on a l'impression, on nous dit oui, le niveau de la mer augmente, les glaciers sont en train de fondre. On se dira ouais, mais bon. En avril, il fait toujours chaud à Ouaga. Comment ça peut nous concerner? Monsieur Samadogo. Ok. Ce que nous avons observé au niveau du Burkina, c'est l'augmentation des températures maximales. D'accord. Et lorsqu'on regarde aussi le comportement des températures minimales, sur 40 ans environ... Vous allez nous expliquer ce que c'est que ces températures maximales et minimales, mais je vous laisse finir déjà ça pour revenir. La température maximale, c'est la température la plus chaude de la journée. Et la température minimale, c'est la température la plus faible ou bien la moins élevée de la journée. D'accord. Voilà, donc on a remarqué que les maximales sont en train d'augmenter avec le temps. Il y a une pente positive. Mais la pente est beaucoup plus prononcée avec les températures minimales dans toutes les régions du Burkina. C'est-à-dire? Ça veut dire que depuis 1970 à nos jours, lorsqu'on fait la représentation graphique de ces températures-là, vous allez voir que c'est en train de monter seulement. Donc même les minimales montent? Même les minimales aussi montent. Ok. Voilà, donc clairement, il fait plus chaud au Burkina. Il fait plus chaud au Burkina maintenant qu'il y a 30 ans. D'accord, ça c'est pas juste une impression, c'est clair. C'est clair. D'accord. Oui. Ok. Au niveau des précipitations, ce qu'on a remarqué, c'est que d'une année à une autre, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. C'est-à-dire que cette année, on a une bonne saison de pluie, on a peut-être même une bonne quantité de pluie qui tombe, un bon cumul. L'année prochaine, on peut avoir le même cumul et puis avoir une mauvaise répartition. C'est-à-dire il peut pleuvoir beaucoup dans un même endroit. Mais ça saute 10 jours, 2 semaines, mais c'est des grandes pluies avec une grande petite précipitation, un grand cumul. Donc, ce qui fait que ces derniers temps, c'est ce qu'on remarque, c'est ce qu'on appelait la variabilité climatique. C'est-à-dire que d'année en année, on a beaucoup de changements. C'est-à-dire qu'au niveau de la pluie, ça respecte pas, ça reste pas quand même dans un ordre bien déterminé. Voilà. Mais moi, j'ai envie de dire, en fait, face au climat, l'homme est limite impuissant. Parce que c'est clair que
pour amener notre impact, comme il disait tantôt, émissions de gaz à effet de serre, aller perforer la couche d'ozone, on sait le faire. Mais est-ce que réparer, on sait faire? Réparer la couche d'ozone, je pense qu'on sait aussi le faire. D'accord. Voilà, je m'explique. Tout récemment, les gens se sont rendus compte que la couche d'ozone, on a pu quand même recouvrir une bonne partie. Ah. Parce que la météo, l'Agence nationale fait partie aussi du comité de suivi d'un certain nombre de protocoles, dont celui de Montréal et de Kigali, qui fixe les types de gaz qu'on doit utiliser dans les frigos, dans les congélateurs et tout ça, et les voitures. Aussi, oui. Voilà. Tout cela parce que le Burkina a signé ces accords, il faut suivre les gaz qui rentrent dans le pays pour la commercialisation et s'assurer que ça ne contribue pas davantage à perforer la couche d'ozone. Donc, ça a été un des succès des différents protocoles sur le climat qui ont été faits. Et de nos jours, ça a permis à la couche d'ozone, par exemple, de pouvoir reprendre une bonne partie de sa forme. Mais on doit poursuivre les efforts pour que ça puisse recouvrir totalement. Donc, c'est possible. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Donc, parce que moi, ce que je veux savoir, parce que souvent on dit que la pollution, on a l'impression que c'est les grandes usines qui perforent la couche d'ozone et que nous, à notre niveau, en fait, c'est une infime pollution. Quand on prend justement le cas des congélateurs, des climatiseurs, des voitures, enfin c'est une petite voiture, quoi. Je vais peut-être ajouter, peut-être ces deux aspects assez différents. La couche d'ozone, c'est la couche d'ozone, c'est une petite couche là c'est un gaz qu'on appelle l'ozone. C'est-à-dire que c'est O3 qui se trouve dans la stratosphère. Et il se trouve qu'il y a des gaz que lorsqu'on utilise au niveau de la surface, quand ça arrive à ce niveau-là, avec la montée, ça n'a pas changé la formule de ce gaz-là. Donc, il n'y a plus d'ozone. L'ozone va diminuer dans cette couche. Bien sûr, puisque sa formule a changé. La destruction de la couche d'ozone. Mais lorsqu'on parle de l'effet de serre, ce n'est pas forcément cette couche d'ozone-là qu'il faut voir. Non, du tout, c'est vrai. Voilà, donc il faut voir plutôt les CO2, les voitures que nous utilisons, qui émettent beaucoup de CO2. Et le CO2, il a sa particularité, c'est quoi? C'est qu'il ne prend pas le rayonnement solaire. C'est ça l'effet de serre. En fait, il ne prend pas le rayonnement solaire. Quand le sol est réchauffé, le sol émet le soir. La nuit, vous devez sentir ça. Exactement. Le sol émet et le CO2 a la particularité de ne pas prendre pour le soleil, mais de prendre pour ce que la Terre envoie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est dans la couche autour de nous, ça a tendance à garder la chaleur qui nous emprisonne. Voilà. Donc, si je comprends bien, au-delà de la chaleur qu'on reçoit du soleil, à force d'utiliser des appareils qui sécrètent du CO2, ce CO2-là capte la chaleur du sol, qui vient s'ajouter à la chaleur qui vient du soleil. À peu près. En journée, mais la nuit, il n'y a plus le soleil, mais on a toujours la chaleur parce qu'il y a le CO2 qui capte la chaleur du sol. Ok, donc en fait, c'est nous-mêmes qui sommes coupables de la chaleur dans laquelle on vit. Oui, on peut voir ça ainsi. Du moment où, par exemple, on prend le simple cas, considérons la Terre comme une marmite. D'accord. Dans laquelle vous avez mis de l'eau et vous avez mis le feu. Pour que ça puisse cuire vite, vous couvrez. Il faut couvrir. Donc, le couvercle ici, c'est notre CO2, c'est les gaz à émission qu'on fait. Ok. Donc, la chaleur qui est émise, par exemple, par la marmite ne s'échappe plus et ça accélère la cuisson. Donc, ça accélère en fait le réchauffement. C'est typiquement ce qu'on fait. En fait, on est en train de se cuisiner. Ok. Donc, en fait, c'est ce qui se passe. Donc, conséquence, on produit du gaz qui fait qu'on a chaud. Et pour ne pas avoir chaud, on se met dans des conditions en utilisant des appareils qui produisent ce gaz-là. Donc, qui augmente la chaleur. Donc, et vous l'avez dit tantôt, on réglemente quand même le type de gaz qui entre ici. Est-ce que ça joue? Est-ce que, par exemple, une personne qui part pour acheter une voiture ou qui va installer un climatiseur ou qui va acheter un congélateur qui est regardant sur le type de gaz peut se dire, bon, moi j'ai un appareil qui utilise un gaz qui ne produit pas du CO2. Est-ce que ça existe? Un appareil qui ne produit pas de CO2, il y en a, mais la plupart des appareils vont produire. En matière de climat, est-ce qu'on appelle les puits, ce qu'on appelle les puits de carbone et les sources de carbone. C'est quoi un puits de carbone? C'est quoi une source de carbone? Les puits de CO2, généralement, c'est ceux qui peuvent capter le CO2 qu'on émet.
D'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils n'émettent pas de CO2, mais ils arrivent à absorber plus qu'ils n'émettent de CO2. D'accord. Donc, ils nous aident à réduire. Ça va, la donc quantité. comme ils absorbent, Voilà. ça va. Mais les sources ne font qu'émettre, comme par exemple des usines dans les pays développés dont vous avez parlé, comme les voitures par exemple. Oui. Donc, même si nos technologies ne nous permettent pas de réduire à 100% La le production, CO2, ouais. au moins on devait être à mesure de pouvoir réduire ça jusqu'à un certain niveau très bas, D'accord. qui nous permettent dans les 100 ans à venir, ce n'est plus pour nous-mêmes, mais pour nos progénitures. C'est ça. Parce que tout ce qu'on prend comme résolution à l'heure actuelle au plan mondial, C'est pour. l'effet, c'est peut-être dans 100, 150 ans à venir. Ok. Mais au moins s'assurer que notre progéniture a un environnement sain où il peut vivre. C'est important ça. Monsieur Dongo, en parlant de prévision, est-ce que là, pour le moment, c'est vrai que si on prend des mesures et qu'on s'active vraiment à les respecter pour renverser la tendance dans laquelle on est actuellement, on se dira oui, peut-être que dans les 30-50 années à venir, ça va changer comme il dit. Mais dans l'immédiat, quand je dis dans l'immédiat, on se projette jusqu'à dans 20 ans. Est-ce que nos températures, vous pensez, d'un point de vue de prévision, vont continuer à grimper ou est-ce qu'on peut arriver à les stabiliser? Bon, en tout cas, dans les prévisions, en tout cas, les températures vont continuer à grimper par rapport en tout cas, à ce qu'on a observé en tout cas, dans le passé. Okay. Maintenant, bon, il peut arriver qu'on trouve en tout cas, des moyens pour réduire en tout cas, cette augmentation de température. Sinon, dans les prévisions, on prévoit que dans les 50 ans à venir, la température va commencer à augmenter si on continue avec les mêmes habitudes. Voilà. Mais il y a quelque chose quand même souvent que l'on ne comprend pas forcément. On dit que les températures augmentent, mais il y a des vagues de froid, souvent. Il y a des années où ici même, on a plus froid que d'habitude la nuit. Qu'est-ce qui explique ça si on est dans une logique de réchauffement climatique? Voilà, c'est ce qu'il a expliqué avant, la variabilité du climat. Oui. Voilà. Les années peuvent différer, en tout cas, d'une année à une autre. Okay. Voilà. Il peut faire très chaud cette année, il peut faire en tout cas plus froid l'année prochaine, mais quand on calcule en moyenne, en 10 ans, 30 ans, on va voir que la moyenne des 10 ans qu'on a calculé, il fait en tout cas plus chaud que la moyenne des 10 ans en avant. C'est de cela qu'on peut dire qu'il fait plus chaud. Donc c'est dire que ça va continuer à grimper, mais ce n'est pas dire qu'on va avoir tous les jours chaud. On n'a pas tous les jours chaud. Voilà. D'accord, donc il y aura des moments où il fera froid, il y aura des moments où il ne fera pas froid. Et autre chose, parlant de la pluviométrie, c'est vrai que j'ai dit que tantôt, on a l'impression que face au climat, on est juste impuissant parce que quand même, ce sont des phénomènes naturels. Est-ce que l'homme peut agir sur ces phénomènes naturels-là? Docteur? Ok. Agir sur les phénomènes, c'est trop dit. D'accord. Mais c'est pourquoi je pense que la prévision, aujourd'hui, s'est placée comme un outil d'aide à la décision, un outil même d'adaptation pour nos populations. Parce que ce que la nature prévoit, très souvent est difficile à modifier. Sinon, qu'on contribue même à intensifier, c'est par exemple pour les orages. Pour faire le lien avec ce qu'on a eu comme débat tout à l'heure sur les émissions. Pourquoi les émissions en lien avec la prévision? Parce que tout simplement, l'augmentation des phénomènes extrêmes, vous avez parlé de vagues de chaleur, il y a également les fortes pluies. On a vu le 1er septembre 2009 ici, et dans d'autres pays, ça se passe également. Mais il y a des moments où on a aussi des sécheresses qui arrivent. Donc ça rend la prévision même difficile pour les prévisionnistes parce que maintenant, les phénomènes sont devenus non seulement plus violents, mais beaucoup plus aléatoires et plus fréquents. Donc, ce n'est pas des phénomènes qu'on peut éviter. Ils vont survenir, mais c'est à nous maintenant de nous adapter. Et l'outil d'adaptation, c'est une bonne information météorologique à travers des prévisions plus ou moins exactes, sinon exactes, mais également à travers également des conseils sur les types de cultures. Par exemple, qu'un agriculteur doit utiliser cette année parce que la pluie ne sera pas suffisante, et ainsi de suite. Ok. Voilà. Donc, en fait, à partir des estimations pluviométriques d'une saison, on peut conseiller les agriculteurs sur ce qu'il vaut mieux faire ou pas pour être sûr d'avoir quand même une récolte, peu importe ce qui va arriver. Je vais laisser M. Sawadogo répondre à ça. D'accord. Effectivement, c'est ce que nous appelons la prévision saisonnière. Okay. Ça veut dire qu'en début avril, on regarde la situation atmosphérique. Et lorsqu'on regarde la situation atmosphérique, on a fait ce qu'on appelle l'analyse composite. Ce n'est rien d'autre que de regarder les années où il y a eu la bonne saison et les années où il y a eu la mauvaise saison. Donc, si on regarde le comportement, l'état de l'atmosphère en avril,
on peut dire, ah, mais ça ressemble beaucoup plus aux années où il y a eu la bonne saison. Donc la saison, voilà, donc on peut, c'est comme ça on fait. Et on peut en ce moment-là conseiller les populations, les agriculteurs, de soit, si la saison va être assez moyenne, de leur dire d'utiliser des semences assez améliorées, ou bien de ne pas utiliser les bas-fonds, ou bien d'utiliser des engrais, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc ça peut être pareil pour ceux qui habitent dans des zones inondables, parce que souvent, il y a des messages d'alerte pour prévenir qu'il y aura des fortes pluies et qu'il vaut mieux ne pas... Donc c'est pareil aussi. Ouais. Ok, mais ce que moi je veux savoir, ça c'est un petit voyage en arrière. Hein. On se rappelle par rapport à la sécheresse, justement. Il y a eu quelques années en arrière, si ma mémoire est bonne, on avait eu une fameuse opération Saga. Qu'était-ce? Bon, je vais répondre. J'ai travaillé dans cette opération Saga moins de 3 ans. Okay. En fait, c'est de la modification artificielle du temps. D'accord. Il a été prouvé en laboratoire qu'on peut, dans certaines conditions données météorologiques, ce n'est pas toutes les conditions, en saison sèche, on ne peut même pas espérer faire ça. Je ne pense pas qu'on ait encore le moyen d'inventer un certain nombre d'éléments naturels. Non, non. Et on peut, dans certaines circonstances météorologiques, aider la nature à pouvoir faire tomber de la pluie à une certaine période donnée de l'année. D'accord. Donc c'est ça le programme Saga, le but. Et donc il s'agissait d'ensemencer en fait des types de nuages. Ce n'est pas tous les nuages qu'on ensemence. Et on les ensemence de telle sorte à ce qu'elles puissent se réunir voilà, ensemble et puis tomber sous le feu du poids. C'est ça la pluie en fait. Ah d'accord, donc c'est des nuages qui se mettent ensemble, ça devient super lourd et ça tombe. Donc quand ils sont éparpillés, ce que vous faites, c'est de les amener... C'est comme de l'entremission. Toi, tu viens, on organise une fête pour les nuages. Non, mais théoriquement, c'est ça, mais la réalité est un peu difficile. Et c'est ça qui a fait que c'était quand même un peu difficile à mettre en œuvre. Mais c'était une bonne expérience dans le sens où quelque chose qui est possible en laboratoire devrait aussi l'être dans certaines circonstances dans la nature. Et malheureusement, c'est trop onéreux. C'est un programme très onéreux au regard de ce que ça demande comme logistique et ça fait que ça rend ça difficile à mettre en œuvre. Parce que quand même, ensemencer les nuages, c'est quelque chose. Hein? Ça demande quoi comme moyen, justement? On utilisait par exemple de l'iodure d'argent, c'est un type chimique là. Donc on commandait, et c'est ça qu'on rentrait dans les nuages avec un avion pour injecter le produit. Et donc ça nécessite déjà de la logistique aérienne. Et également, on ensemençait par la base des nuages sur des collines où on a placé un certain nombre d'émetteurs. Bon, mais le problème, c'est que l'impact environnemental et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Parce que c'est de la chimie qu'on met dans le nuage. Il faut aussi s'assurer que la qualité de la pluie qui tombe derrière. Exactement. Voilà, que nos eaux ne sont pas suffisamment polluées et qu'on peut toujours les utiliser et tout. Ok, d'accord, quand même. Donc, oui, allez-y. Oui, ce que je vais ajouter au niveau de l'ensemencement, c'est que vous avez dit les nuages. Ah non, c'est pas comme ça. En réalité, lorsque vous avez un nuage, c'est simple, hein, le nuage, c'est la vapeur d'eau. Mais il se trouve que cette vapeur-là peut rester vapeur, même quand elle ne doit pas rester vapeur. Donc, en ce moment, on envoie quelque chose pour dire à la vapeur, là, tu deviens goutte d'eau ou bien tu deviens solide. Et à partir de ce moment, ils vont commencer à se coller. Comme les vapeurs d'eau qui sont devenues des gouttes, des petites gouttes, là, se collent, c'est ce qu'on appelle la coalescence. Et maintenant, sur l'effet du poids, ça tombe maintenant sous forme de pluie. Voilà, donc c'est bien compris. Ah, t'es dans un dessin animé. Mais en fait, ce que moi je retiens, c'est quand même, la pluie reste un phénomène naturel, mais ça veut dire quelque part que si, vous l'avez dit, un laboratoire, in vitro, c'est possible, in vivo, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte en plus, parce que quand on est hors laboratoire, on ne maîtrise plus tout comme en laboratoire, mais c'est une éventualité. Donc c'est dire que l'homme a quand même la possibilité d'agir sur un certain nombre de phénomènes naturels. Est-ce que c'est cela, la conclusion? Je peux dire que c'est en partie cela. Par exemple, et la modification artificielle du temps, c'est-à-dire que le programme Saga, comme ils l'ont si bien expliqué,
On ne peut pas ensemencer à tout moment. Bah, Il c'est faut analyser en tout cas les conditions météorologiques et voir d'abord s'il y a un nuage qui est déjà prêt à précipiter et maintenant on met les produits pour favoriser la chute des gouttelettes d'eau. Ouais. Voilà, donc c'est en partie un apport artificiel pour favoriser les précipitations. Voilà. Mais comme il a aussi bien dit au début, en temps sec ou bien en tout cas en période où il n'y a pas de nuages qui atteignent certains stades, on ne peut pas ensemencer. Voilà, donc il faut que les conditions météorologiques d'abord soient réunies avant quand même qu'on engage une procédure d'ensemencement. Moi j'ai une question, justement par rapport à ces nuages-là. Souvent, et on a vécu ça plusieurs fois l'année dernière, on a un gros nuage, bien noir, et ça on est sûr que c'est une grosse pluie qui arrive, et au bout de 10 minutes, plus rien. Voilà. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, pour qu'il puisse pleuvoir, bien précipiter, c'est-à-dire les conditions locales jouent beaucoup. Okay. Voilà, les nuages sont en train de venir, mais c'est en fonction des conditions locales, c'est-à-dire humidité, température, pression. Ce sont ces éléments, si c'est en tout cas bien réunis, qui peuvent permettre aux nuages de précipiter. Donc, si le nuage arrive à un niveau donné où les conditions ne sont pas favorables, ça va précipiter. Je prends un exemple d'une casserole qu'on met au feu. Oui. Il y a le feu qui est allumé. Quand le feu est allumé, en tout cas à un certain niveau, vous allez sentir un mouvement un peu ordonné de l'eau. Ça part, oui. Mais quand l'eau commence en tout cas à bien bouillonner de façon désordonnée, vous allez sentir que c'est les zones où l'eau où le feu est beaucoup plus vraiment très fort. Souvent, que on peut l'eau revoir. va monter. Voilà. Et la zone quand même où il n'y a pas assez de feu, l'eau va commencer à descendre. Donc quand un phénomène est en train de venir, donc les conditions locales, là où les conditions sont beaucoup plus réunies, il va beaucoup plus pleuvoir. Là, les conditions ne sont pas réunies, il n'y aura rien. Il y a des jours quand même, on a eu des 50 mm par exemple vers l'aéroport et à Somgandé, on a 0 mm. Donc ça veut dire qu'en tout cas à cet instant précis, c'est que les conditions étaient beaucoup plus favorables à une zone donnée. Même quand on prend même à l'intérieur de Ouagadougou, on remarque que la tendance à pleuvoir beaucoup plus à Somgandé. Par exemple, il y a la forêt qui est là, il y a le barrage, que dans les autres localités de Ouagadougou. Donc les conditions locales jouent beaucoup dans les précipitations. Donc quand vous dites conditions locales, c'est-à-dire que s'il fait plus chaud ou s'il fait plus frais? Parce que quand même dans la zone de Somgandé, c'est sûr que, enfin, pour tous ceux qui traversent là-bas en décembre, savent qu'il fait plus frais. Voilà. Donc on a l'impression que la température est un peu plus douce là-bas qu'ailleurs. C'est une combinaison. Par exemple, la chaleur seule n'est pas un paramètre suffisant pour la précipitation. Voilà, c'est une combinaison entre la température, la pression, l'humidité et aussi le vent, surtout son comportement. Voilà, il peut faire frais, mais le vent a quand même un comportement qui permet à l'air de monter et de donner des nuages qui peuvent favoriser les précipitations. C'est comme par exemple dans les zones tempérées, il fait très froid, souvent il y a la neige, mais il précipite. Ça veut dire qu'il y a des différences de température qui font que le vent devient en tout cas assez fort et ça peut booster l'air en tout cas à monter et donner des précipitations. D'accord. Donc c'est la combinaison de tous ces paramètres-là. Quand vous dites précipitation, on parle de la pluie, hein? La pluie. Oui. Voilà, la pluie, c'est la résultante de la combinaison de tous ces paramètres. D'accord. Donc actuellement en avril, il fait très chaud. Oui. Mais malgré tout, il ne pleut pas beaucoup en avril. Mais c'est ça en fait, parce que souvent on dit il fait chaud, il va pleuvoir. Voilà, non, en avril, il fait tout le temps chaud. Voilà, il y a quelque chose qui manque. Oui. L'humidité. L'humidité. Voilà, ça veut dire que s'il fait très chaud et que la mousson monte et combiné avec cette chaleur-là, facilement on peut avoir des nuages et de la pluie. Question. Voilà. Si on était dans un monde idéal et qu'on puisse, à Ouagadougou, planter des arbres partout, est-ce que c'est dire qu'en avril, on aura plus de possibilités d'avoir de la pluie? Bon, c'est possible. Par exemple, si on prend, en tout cas, on parle de changement climatique, nos parents ont dit qu'en tout cas, dans les années, il y a 30 ans, 40 ans de cela, à partir du mois d'avril, les précipitations commencent. Et la différence aussi, c'est qu'à cette époque aussi, il y avait assez d'arbres. Il y avait la forêt. Donc, c'est pour dire que si on encourage les gens à planter les arbres, c'est pour quand même permettre d'adapter, en tout cas, d'apporter des modifications pour ce temps-là. Et c'est quoi la modification que les plantes... Vous voulez réagir? Oui. Allez-y. Avant que je voulais savoir c'est quoi la modification justement que les plantes apportent à ces conditions-là. Je peux combiner les deux. Oui, allez-y. Voilà. Pour emboîter son pas. En réalité,
les éléments minimaux qu'il faut pour avoir quand même de la pluie vraiment basique, il faut la chaleur, il faut l'humidité. Et d'où nous vient l'humidité? Ce n'est pas nos petites retenues d'eau qui nous donnent ces gros nuages. L'humidité nous vient de l'océan. D'accord. Donc c'est depuis l'océan Atlantique que l'humidité nous vient en saison de pluie et qui favorise... Donc en fait, on n'a pas la mer à Ouaga, mais on a l'eau grâce à l'océan. Voilà. C'est ça. D'accord. Donc concrètement, ça fait que en plus des paramètres microclimat il a cité, il peut advenir qu'on ait un gros nuage, mais forcément il ne précipite pas à l'endroit spécifiquement donné. C'est ça qui rend aussi nos prévisions très difficiles pour nous. Quand je parle de la géolocalisation, d'où la pluie va tomber et que la quantité de pluie qui va tomber, ça devient difficile à prévoir. Okay. Maintenant, le lien entre les arbres. La plantation d'arbres a d'abord un effet de refroidissement. D'accord. Voilà. Donc, quand vous plantez des arbres, généralement, vous créez un microclimat qui fait baisser la température. C'est ce qui se passe au niveau de Silmandé dont vous parlez, parce qu'il y a une forêt à côté et l'effet de refroidissement se fait sentir là-bas pendant le froid. Donc, l'autre aspect des choses, des arbres, c'est qu'à un certain moment donné de leur cycle, ils émettent de la vapeur d'eau dans leur respiration. D'accord. Voilà. Et ça aide à pouvoir... L'humidité. Voilà. OK. Donc, ça peut aider à pouvoir augmenter la pluie, mais sauf que il faut que ce soit une plantation qui soit assez grande. À grande échelle. Pas seulement le Burkina, mais peut-être qu'une coalition ou bien une entente entre les pays. On pourrait arriver à reverdir carrément tout le Sahel. Et là, ça va aider à pouvoir peut-être avoir des saisons beaucoup plus tôt. Mais on dirait que pour que les arbres vivent, il faut de l'eau. Donc, si on est dans la sécheresse, comment on fait? Parce que les campagnes de reboisement, en général, on le fait en pleine saison des pluies, parce que quand il fait sec, c'est pas évident qu'un arbre survive, si en plus il vient d'être mis en terre. Oui, c'est ça aussi le paradoxe. L'arbre a besoin de l'eau. Et ensuite, il nous amènera l'eau. Voilà, c'est ça. Le plus difficile, c'est d'arriver justement à entretenir ces arbres-là. C'est ça, pour qu'ils franchissent les saisons, deviennent assez autonomes. Parce que ce qui est génial aussi avec les arbres, c'est qu'à partir d'un certain âge, ils ne demandent plus rien à personne. Voilà. Mais il faut les faire vivre jusqu'à cet âge-là. C'est ça, en fait, le plus gros problème. Donc, l'Agence nationale de la météorologie, c'est grâce à vous que nous avons la prévision météorologique à la télé, mais pas que. Donc, pour tous ceux peut-être qui viennent de nous prendre en marche, finalement, quels sont les services que l'on vous doit? On s'est regardé à trois, là. Qui va prendre la question? Je pense qu'on va répondre à la question à trois. Allez-y. Je me jette à l'eau. Voilà. Donc, en fait, on est devenu agence tout récemment, c'est en 2016, par décret. Et en réalité, l'agence, son mandat, c'est on s'occupe de l'eau quand l'eau est dans l'atmosphère. Ça, c'est le mandat comme ça. Quand l'eau touche le sol, généralement, on collabore avec les ressources en eau, l'hydrologie. Ah, OK. Voilà. Pour vous, c'est quand c'est pas encore arrivé sur Terre? Oui. OK. Une fois que c'est sur Terre, ça, c'est le mandat de la DGRE. Voilà. Bon, on a différents services qu'on fournit aux utilisateurs. Le premier, je pense, c'est ce qu'on a abordé, c'est la prévision du temps. C'est ce qu'on voit le plus. Voilà, c'est ce qu'on voit le plus. Et qui est le plus aussi critiqué. Voilà. Donc, on a la prévision du temps, on a la prévision saisonnière qu'on élabore également pour les agriculteurs, mais également pour le domaine de la santé. D'accord. Parce qu'on regarde également quel pourrait être l'impact sur, par exemple, la méningite, et les vagues de chaleur, quel pourrait être l'impact, par exemple, sur les populations, la poussière, s'il y en a beaucoup, est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes respiratoires et tout ça. Donc, on a cette plateforme-là qu'on communique avec les différents décideurs et directions nationales pour pouvoir fournir. Mais au-delà de ça, nous avons d'autres produits ciblés et que nous essayons de mettre en place, qui ne sont pas encore totalement fonctionnels, mais j'en veux pour preuve les liens que nous avons avec également l'énergie. Oui, parce que quand il fait chaud, ça demande beaucoup d'énergie pour les climatiseurs et tout ça. Donc, pour pouvoir faire la prévision également à leur niveau, je pense que c'est cette collaboration qu'on est en train de développer. OK, d'accord. Voilà. Donc, pour à peu près qu'on sache à quel niveau la consommation d'énergie peut éventuellement monter en fonction de la température qui fera, par exemple, en avril. Et voilà. Et la quantité de pluie aussi tombée, est-ce que les barrages ne vont pas sécher avant?
la prochaine saison, par exemple. D'accord. Voilà. Ça va de go. Oui, en termes de produits aussi, il y a les données climatiques. Que nous avons une base qui est fonctionnelle. Que nous avons des données depuis 1902 pour Ouagadougou et puis 1918 ou bien 1908 plutôt pour Bobo-Dioulasso. Et chaque année, nous recevons environ plus de 200 étudiants de différentes universités qui viennent chercher les données climatiques pour coupler à d'autres modèles, soit des modèles agricoles. Vous êtes sans ignorer que pour simuler la production agricole, il faut forcément des données météo. Il y a les BTP qui passent nous voir pour les routes, ainsi de suite, les barrages. Il y a, même pour calibrer souvent le barrage, on vient chercher l'évaporation chez nous, puisque c'est chez nous qu'on mesure l'évaporation, l'eau qui répare dans l'atmosphère. Il y a aussi l'environnement qui vient aussi prendre des données chez nous. Donc, on a maintenant l'énergie, le secteur de l'énergie. Il y a le secteur primaire qui a créé la météo, qui était le transport aérien. Vous savez que pour qu'un avion puisse atterrir, vous vous êtes jamais demandé, mais pourquoi l'avion, tout le temps, souvent ça atterrit de la Padoue, souvent ça atterrit de effectivement, c'est vrai que ça atterrit souvent comme ça, souvent comme ça. Oui, maintenant que vous le dites, c'est vrai. C'est arrêter les 2 saisons que je vous avais dit. Il y a des moments où on a des vents qui viennent du sud. C'est ce que lui il appelait les vents de mousson. C'est ça qui nous envoie l'humidité nécessaire de l'océan, qui nous donne les pluies. Il y a des moments où les vents viennent du nord. Et comme l'avion aussi doit atterrir contre le vent, donc si le vent vient du sud, l'avion va atterrir comme ça. Si le vent, pendant la saison sèche avec l'harmattan, les vents viennent du nord, du nord-est. Moi, je m'étais toujours dit que ça dépendait du pays où ils viennent. Non. Donc, il y avait le secteur aérien. C'était à cause de ce secteur-là qu'on a créé la météo, le réseau d'observation d'abord à la météo. Et c'est ce qui a fait que, bon, jusqu'à présent, nous sommes restés pratiquement nous sommes encore dans la même famille. Donc, on travaille ensemble. Et voilà. Donc, il y a toujours cette collaboration-là entre nous. OK. Bon, juste quelques éléments par rapport à ce qu'ils ont déjà presque tout dit. Voilà, par exemple, en matière de prévision, nous avons plusieurs bulletins que nous émettons chaque jour. Par exemple, on a 2 bulletins par jour, un bulletin à 12h et un autre à 18h. Nous avons des alertes. Par exemple, s'il y a une situation extrême qui se présente, on envoie des messages à travers les réseaux sociaux, Facebook ou bien les mails. Nous avons mis en place un bulletin mensuel, c'est-à-dire on donne à peu près l'état du temps et pour les 4 semaines à venir. Ça peut aider notre agriculteur en tout cas à prendre des bonnes décisions pour planifier les activités. Voilà. En plus de cela, il y a les autres bulletins comme le bulletin de prévision saisonnière, ainsi de suite. Nous avons aussi le bulletin vague de chaleur. Voilà, en période de chaleur, on commence à élaborer un bulletin pour montrer à peu près comment la chaleur va se comporter, si ça va faire très chaud ou bien moins chaud. Voilà. Donc ça, on peut les avoir sur vos réseaux sociaux? Bon, le bulletin, c'est beaucoup plus à travers les mails. D'accord. Les réseaux sociaux, faites sur votre base de données mail pour les recevoir. Voilà, les réseaux sociaux, souvent, c'est un message synthétique qu'on envoie pour vous dire qu'en tout cas, prévoir le temps qu'il va faire au cours de la journée ou bien au cours de la semaine. Et du coup, qui peut faire partie justement de cette base de données pour recevoir ces alertes-là? Et bon, à votre niveau, c'est de savoir qui est disponible pour recevoir ces bulletins et le diffuser. D'accord. Voilà, il faut dire qu'en matière météo, très souvent nous avons l'information à notre niveau, mais il faut que les médias aussi nous aident à diffuser cette information. D'accord. Voilà, donc c'est dans ce sens que votre collaboration sera vraiment très importante pour nous. D'accord, ok. Parce que du coup, c'est dire, si moi je comprends bien, qu'on n'est pas forcément obligé d'attendre justement l'épisode des prévisions météorologiques du soir pour savoir ce qui va se passer demain matin, et que le même jour, on peut, au cours de la journée, avoir droit à des alertes. Mais ce que je voulais savoir, en fait, c'est au niveau individuel. Moi, en tant que personne, si j'ai envie d'avoir toutes les alertes de l'Agence nationale de météorologie, est-ce que c'est une possibilité ou pas? Voilà, nous avons aussi notre page web. D'accord. Voilà, donc, sur le site de l'agence, on peut facilement trouver toutes les informations. Voilà. Ok. Ouais. C'est quand même impressionnant de se rendre compte de tout ce que vous faites. On n'y pense pas forcément immédiatement, surtout concernant vraiment le domaine de la santé, on n'y pense pas vraiment. Mais on se dit toujours, il fait chaud, il y a la méningite, il va commencer à pleuvoir, il y a le palu, il y a les moustiques qui vont... Mais on ne fait pas forcément le rapprochement. Donc aujourd'hui, très clairement, on se rend compte que ce n'est pas juste la météo, quoique, je dis juste, mais pour avoir ces prévisions, c'est beaucoup de travail derrière. Moi, j'ai envie de savoir, il y a combien de services à l'Agence nationale de météorologie?
Merci bien. Je pense que pour ce qui est des services, le service d'abord qui est cité, c'est le service où Dango travaille, c'est le service de prévision, Oui. et d'alerte. Mais à côté, il y a aussi le service agrométéorologique qu'on a, qui s'occupe de ce qu'il y a des bulletins pour les agriculteurs et tout ça. Et à côté également, on a le service du climat, de la climatologie qui s'occupe de la base de données et de compiler tout ce qu'il y a comme moyenne et climatique. Et M. Sawadogo en a la charge. Oui. Et maintenant, on a également ce qu'on est en train de développer, les produits cibles pour les secteurs spécifiques au niveau national, comme la santé, par exemple, l'énergie. Donc ça, c'est des applications de la météo. D'accord, ok. Voilà. Ok. D'accord, c'est bon à savoir. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous aujourd'hui. On est pratiquement au terme de cet échange. Il nous reste 2 minutes. Donc, en 2 minutes, très rapidement, un dernier message de la part de chacun pour nos téléspectateurs. On commence par le docteur. Merci bien. Et d'abord, merci à BF1 au nom de l'agence pour cette invitation qui permet de connaître la structure. Nous avons des produits que nous mettons à la disposition. L'agence nationale est là au service du Burkina Faso dans un contexte de changement climatique et nous aimerions vraiment nous assurer que nos prévisions puissent répondre non seulement aux besoins des utilisateurs que nous sommes, mais également que nous puissions réellement protéger les vies et les biens à travers des informations beaucoup plus fiables. Donc nous avons un réseau, Facebook également, où vous pouvez nous suivre. Et si vous recherchez Météo Burkina, en principe, vous likez et vous aurez toutes les informations également. D'accord. Monsieur Dango. Bon, en tout cas, merci beaucoup et je remercie, comme Diasso, en tout cas, BF1 de vous avoir donné l'opportunité d'échanger avec vous sur la météo. Voilà, j'invite en tout cas la population à suivre régulièrement les prévisions météo. Pour comprendre la météo, il faut suivre en tout cas les différentes informations météo, parce qu'il est très difficile de donner apporter une critique à l'information météo tant que tu ne suis pas régulièrement l'information météo. Si vous prenez l'information en tout cas en cours, c'est très difficile en tout cas de mieux la comprendre. Même quel que soit votre niveau d'étude, si on dit que c'est 30 mm de pluie à Ouagadougou, il est difficile de comprendre l'impact de ces 30 mm sans avoir vécu 50 mm ou 20 mm. Donc, quand on suit l'information, ça nous aide aussi à comprendre mieux l'information météorologique. D'accord, ok. Monsieur Sawadogo. Oui, merci bien pour l'invitation. Je vais peut-être parler beaucoup plus du réseau de la climatologie. Et la climatologie de la base de données. C'est que ces dernières années, nous sommes en train de déployer un réseau de stations automatiques. Ce que nous observons, c'est peut-être la protection de ces systèmes d'observation-là, qui sont entièrement automatiques, mais qui demandent aussi, de temps à autre qu'on jette un coup d'œil. Souvent, on a des problèmes de vandalisme dus aux petits tableaux, panneaux solaires qui sont tout petits, qui ne servent pratiquement à rien après. Mais quand même, ils vont nous l'enlever. Donc, on va demander aux gens de nous protéger ça. Et pour les étudiants et les utilisateurs de données, ils n'ont qu'à nous approcher. Nous sommes très accueillants. Toutes les demandes sont satisfaites. Et donc, nous sommes toujours là pour eux. D'accord. Et vous êtes situé où? À Somgandé. Ah. Voilà. Ah, oui. Vous êtes situé là où il fait le plus frais. Nous sommes situés à Somgandé, juste après le commissariat de police de Nongol-Masson. Vous tournez au rond-point, le nouveau rond-point, vous tournez comme si vous partez à la clinique Notre-Dame. Et Notre-Dame de l'Appel, nous sommes à gauche. D'accord, voilà. Pas du tout caché, très facile à trouver de toutes les façons. Si vous voulez, vous allez les trouver autant sur les réseaux sociaux que sur place. On vous dit un grand merci. Merci. Pour le temps qui nous a été accordé, pour ce moment d'échange-là qui a été fort instructif pour moi. J'espère pour vous aussi, chers téléspectateurs. On vous souhaite bon vent dans vos activités. Merci. Et vivement que tout le monde s'implique pour inverser la tendance et pour amener les températures à redescendre. On le sait. Pour nous, c'est peut-être déjà trop tard. Pas sûr, peut-être. Mais pour les autres qui viendront après, on peut faire quelque chose, il faut le vouloir, le décider et le faire. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Chers téléspectateurs, on se dit à la semaine prochaine avec un autre sujet, d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Et je pense que ce numéro-là qui vient pratiquement en début de deuxième semaine du mois de mars, on est lentement et sûrement en train d'entrer en avril. Pour tous ceux qui sont à Ouagadougou en avril, vous savez ce qui se passe.
Donc, on a intérêt à travailler à ce que les températures redescendent. Passez une bonne suite de journée en compagnie des programmes de BF1. À la semaine prochaine. Au revoir.